RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, je suis très content d'être avec vous, figurez-vous. Parce qu'on est en direct, là, vous vous rendez compte, alors c'est quand même beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus resserré, comme dirait l'autre. Hein. Ouais, ça resserre les liens. Hein. Alors, j'ai préparé mon émission, là. Alors, je ne sais pas si on pourra tout lire. Hein. Bon. Mais vous n'allez pas m'en vouloir, quand même, hein, si je lis tout. Hein. Si je lis pas tout, hein. Alors, Patou, vous savez, c'est aussi un animateur de chez nous, hein, Patou, oui. Hein, Patrick François. Hein. Bon, vous connaissez. Il fait des contrepétries. Ouais, il pète à l'envers, quoi. En quelque sorte, il pète à l'envers. Alors, j'ai jamais su comment ça faisait. Eh ben, c'est bien simple. Pour péter à l'envers, le père reste à l'intérieur et il sort par la bouche. Normalement. Alors, je vais vous le faire, par exemple. Je vais vous faire comme Patrick il fait. Voilà. Alors ça, c'est une contrepétrie. Il pète à l'envers, vous voyez, hein. Bon, il ne faut pas lui dire, hein, parce qu'il va se vexer. Oh non, c'est pas lui qui va se vexer. Alors, on va commencer, par Guigui Bouzoun. Mais ça ne va pas être des... Comment ça, des maximes, hein, enfin, comme il nous fait, là, vous savez, là... attendez, comment il fait, là, déjà. Par exemple, le comte de la malchance pour un cantonnier, c'est de se casser la gueule en ramassant une pelle. Bon, voilà. Non, là, c'est un poème. Et alors, il a appelé ça « humour noir ». Bah oui, l'humour, elle n'est pas toujours rose, bleue, verte, elle peut être noire également. Alors, en matière d'humour noir, c'est au général de Gaulle que je décernerai la palme. Si on ne me le demandait pas poliment, en effet, si l'on en croit André Malraux, le général aurait répondu à un idiot qui disait devant lui « On a exagéré les conditions de détention de Ravensbrück. Les résistantes étaient si bien dans les camps d'extermination qu'elles y ont presque toutes resté. Il faudrait, pour rien faire, tirer l'échelle après un tel prologue. Comment qualifier alors l'irrésistible envie qui me prend de citer néanmoins le cas, il est vrai assez exceptionnel, de cet entrepreneur des pompes funèbres qui avait poussé le bon goût, tenez-vous bien, jusqu'à choisir pour enseigne de son magasin, à l'article de la mort, paix à ses cendres. Vous vous rendez compte? Oh, alors, incroyable. Bon, il paraît que c'est vrai, hein. Bon, parce que si on parle d'André Malraux et de Charles de Gaulle, hein, on ne peut pas raconter des conneries sur eux. C'est pas comme aujourd'hui sur Macron. Hein. Jamais on n'aurait fait ce qu'on a fait à Macron au général de Gaulle. D'ailleurs, il a fait tout le contraire de lui. Alors, il a relevé la France, et l'autre, il l'a fait descendre. Incroyable, ça. Hein. En fait, c'est comme un yo-yo, vous voyez, entre les hommes politiques. Vous voyez, alors moi, j'ai connu Coty, hein, même Auriol, vous voyez. Bon, Auriol, je ne l'ai pas connu, j'étais bébé, mais quand je suis né, Auriol était le président. Hein. Et puis après, Coty. Et après, Charles de Gaulle est arrivé sur son grand cheval blanc. Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Et figurez-vous que j'ai vu, il avait sa campagne électorale en 59, et en 59, je passe à Lille, c'était son fief, on passait en voiture, on s'arrêtait pour dormir chez des amis, et on montait à Petit-Fort-Philippe, hein, dans le Nord. Il y avait plein d'affiches de Charles de Gaulle. Oh, qu'est-ce qu'il était beau sur les affiches. Il y avait que lui d'ailleurs, il n'y en avait pas d'autres. Ah, c'était beau. Bon, alors voilà. Donc pour Guigui Bouzoun, c'est bien, parce que au moins, il fait de l'histoire de France et de l'humour noir. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui faisait de l'humour noir ou si c'était le croque-mort. Alors, tiens, vous savez qu'il y a eu plusieurs poètes maudits dans l'époque de Verlaine, Rimbaud, enfin tous ces gars-là qui n'étaient pas bien connus. Hein, bon, alors. Et alors, Rimbaud d'ailleurs, vous voyez, Rimbaud faisait partie des poètes maudits, hein, ça c'est sûr. Ah oui, il a quand même fait le trafic d'armes, de drogue et tout, hein, déjà à cette époque-là. Ah ouais, on n'a pas attendu Darmanin pour le mettre en taule, non, il n'y a même pas été.
Et alors, il a fait un poème qui s'appelle Voyelle. Hein, Voyelle. Alors, je peux dire, il est bien connu, ce poème-là. Alors, j'y vais, attention. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset, velu des mouches éclatantes, qui bombillent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes. Alors des tentes, attention, hein, des tentes de toile de tente, hein, bon. C'est même pas des tentes, ma tante à moi, hein, non. D'ailleurs, j'ai jamais fait de camping. Oh, hein. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle, pardon. I, pourpre, sang craché, rire aux lèvres belles, dans la colère où les ivresses pénitentes, pardon. Pétillantes, remarquez, oui, si c'est du champagne, c'est pétillant, les ivresses, bon. U, cycle, avec un S. Vibrement divin des mers rivides. Alors, moi, j'ai vu les mers livides, et les mers rivides, non. Les mers livides, vous savez, quand d'un seul coup, je sais pas, l'enfant tombe malade. La mer, elle est livide dans ces cas-là. Hein, bon. Paix, des pâtis semés d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô suprême clairon plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux, la muse. Tant pis, vivent nos pères, entre parenthèses. La muse, disons-nous. Arthur Rimbaud prend sur les tons, pince toutes les cordes de la harpe, gratte toutes celles de la guitare et caresse le rebec d'un archet agile qui s'en fut. Voilà. Je vous donne pas la suite parce qu'après c'est plus de la poésie, ça. Hein, c'est son histoire à lui. Bon, c'est le mec qui écrit sur lui sans dire que c'est pourtant que c'est vrai ce qu'il dit peut-être. Hein. Peut-être que c'est faux. Hein. Vous savez. Un poème, vous pouvez écrire sur n'importe qui, puis le mec, il n'existe peut-être même pas. Hein, ben oui, c'est possible, ça. Hein. Alors tiens, pour la peine, on va écouter un certain Patrick Husch. Je vois rien du tout, moi. Ce coup-ci, je vois rien. Rue de la Muette. Alors, Rue de la Muette, c'était le groupe qu'il avait créé aussi, qui s'appelait Rue de la Muette, à l'époque où il avait un orchestre. Voilà. Au hasard, comme ces musiciens de fanfare qui jouent aux portes des musicoles. C'est moi qui nous rendra l'innocence qu'on avait quand on était marmots, quand on croyait à notre chance, comme on croit à la course des chevaux, qui nous rendra l'amour. Comme partout en Europe, tous les peuples à la botte faisaient porter l'étoile. Les parents ont dit là, il y en a plein les bottes, faut mettre le voile. À pied ou à vélo, sur les routes de campagne. Et on s'est arrêté sans se faire arrêter, bien avant la montagne. On a bloqué 6 mois. J'ai un cousin du pont, fils du chef de gare, c'est pété des pétards, jouer au ballon. J'ai embrassé cousine dans l'arrière-cuisine, sur le bout du menton. La main sur sa poitrine, au fond de ma poitrine, j'entendais l'enfer. L'été était beau, que la vie était chouette. Il nous a dénoncés. Et voilà, enfin, il nous a offert un patchwork
de différents morceaux, de différentes chansons qu'il a fait avec ce fameux groupe qui s'appelait Rue de la Muette. Après, il s'est mis à chanter tout seul, Patrick Roche, hein. Et puis maintenant, il ne chante plus, voilà. Comment on dit chante Beaumerle, voilà, hein, chante Beaumerle. Mais vous savez, André Merle, c'est un dessinateur, enfin un peintre, un artiste peintre, mais il chante pas, lui. Non, il chante pas, il peint. Bon, alors, il y a des merles qui peignent, tel merle qui chante, hein, voilà, ouais. Bon, c'est comme ça. Et comme il y a des béliers qui vous disent de regarder ce qui vous intéresse, hein, ce qui vous regarde plutôt, hein. Bon, ben oui, c'est comme ça. Allez, tiens, on va aller voir un petit Prévert, là. La complainte de Vincent. Alors, ce qui est marrant, c'est que Jacques Prévert a écrit la complainte de Vincent et il a dédicacé à Paul Éluard. 3 artistes en un poème. Hein, c'est pas beau, ça, hein. Bon, il aurait pu parler de moi, hein, quand même. Merde. Prévert, parce que moi, c'est mon disciple. Hein. Non, c'est moi le disciple de Prévert, je suis bête, oui. Hein. Je m'en inspire. Je ne le copie pas. Hein. Non, je n'aime pas copier les gens. D'ailleurs, j'ai une sale gueule, personne ne pourra me copier, donc j'ai aucune raison de copier les autres. Hein. Voilà. Complainte de Vincent. Alors, j'ai bien Vincent Van Gogh, hein, parce que à Arles, où roule le Rhône, dans l'atroce lumière du midi, un homme de phosphore et de sang. Alors, paraît-il qu'un homme de phosphore, c'est un porteur de lumière. Voilà. Excusez-moi, oui, dans le coup, j'en tousse. Et puis je touche encore. Et encore. C'est pas dans le poème, ça. Non. Allez. Comme une femme qui fait son enfant et le linge devient rouge. Et l'homme s'enfuit en hurlant, pourchassé par le soleil. Un soleil d'un jaune strident. Ouais, comme Van Gogh. Vous savez qu'il y a beaucoup de jaune dans ses œuvres. Hein. Et au bordel tout près du Rhône, l'homme arrive comme un roi mage, avec son absurde présent. Il a le regard bleu et doux, le vrai regard lucide et fou, de ceux qui donnent tout à la vie, de ceux qui ne sont pas jaloux. Et monte à la pauvre enfant son oreille coupée dans le linge. Non, couchée dans le linge, pardon. Enfin, elle était coupée quand même, hein, bon, faut pas déconner, bon. Ah oui, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans un linge, hein, par exemple, dans un mouchoir ou dans une compresse, hein, bon. Et elle pleure sans rien comprendre, songeant de tristes présages, et regarde sans oser le prendre l'affreux et tendre coquillage, où les plaintes de l'amour mort et les voix inhumaines de l'art se mêlent au murmure de la mer et vont mourir sur le carrelage, dans la chambre où l'édredon rouge, d'un rouge soudain éclatant, mélange ce rouge si rouge au sang bien plus rouge encore de Vincent à demi-mort. Et sage comme l'image même de la misère et de l'amour, l'enfant nu, toute seule, sans âge, regarde le pauvre Vincent, foudroyé par son propre rage, qui s'écroule sur le carreau, couché dans son plus beau bas de tableau, et l'orage s'en va calmer, indifférent. En roulant devant lui les grands tonneaux du sang, l'éblouissant orage du génie de Vincent, et Vincent reste là, dormant, rêvant, râlant, et le soleil au-dessous du bordel, comme une orange folle dans un désert sans nom. Le soleil sur Arles, en hurlant, tournant. C'est pas beau ça, hein? Alors, c'était en 1888 hein, qu'il avait fait ça. Décembre 1888, pris d'une crise de folie, Vincent Van Gogh se mutila en se coupant un morceau de l'oreille gauche. Il apporta le morceau de son oreille à la jeune Rachel qui fréquentait régulièrement dans une maison close d'Arles. Alors, je ne sais pas s'il avait payé avec le bout de l'oreille, mais ça ne se fait pas, ça, en général. Hein. Alors, il faut donner du cash. Hein. Son nom est trébuchant, hein. À la demoiselle, quand même. Hein. Pas déconner, un bout d'oreille. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça? Elle ne pourrait même pas faire un ragoût de mouton. Hein. Mais non, c'est pas possible. Bon, enfin, vous voyez, bon. Comme quoi, il faut faire attention. Hein. Moi, j'ai 3 oreilles, c'est pour ça, si on m'en coupe une, je m'en fous, il me regarde. J'en ai encore 2. Alors, attendez. Je vais vous lire de ma poésie à moi, ou de Victor Hugo, ou de Gisèle Gall, ou de Claude Bercuteau. Allez, bon, comme c'est moi qui décide. Je vais vous lire un peu de ma poésie à moi, même. Je suis là pour ça. Hein. Bon. Alors là, vous voyez, c'est encore inspiré
par donc Jacques Prévert. Ça fut écrit le 6 novembre 2013, à 20h28 le soir. Oui, 20h28 le matin, ça n'existe pas. Pas encore, du moins. Peut-être qu'un jour, quand l'univers sera à l'envers. Hein. Et ça s'appelle « Mettez votre peau de saucisson au bestiaire ». Vous savez qu'il a fait des bestiaires. Bon, alors il n'est pas tout seul à faire des bestiaires. La preuve, c'est que moi, j'en ai fait aussi. J'ai mis le vestiaire de Prévert sous mon oreiller pour y puiser l'encre même de sa folle pensée pendant ce sommeil journalier. Si la nuit porte conseil, elle a encore moins le pouvoir d'y soulever des bêtes et de porter l'éléphant et le drôle de Madère sur le dos de l'autre. Même si les bosses ressemblent aux bourses d'un hippotatam en rupture de sentiments. D'ailleurs, ma sœur, ayant épousé en 5e noces et demi un pompier à la retraite qui cherchait sa lance en vain, malgré qu'il soit hydrofugitif. Bah oui. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier des inventaires trop riches, qui laissent parfois déborder des idées des autres sur les vôtres, au risque de ne plus savoir quels sont les animaux préférés de votre bestiaire. Hein. Par exemple, le chihuahua de ma cousine avait 5 pattes à cause d'une anomalie génétique, et parfois, il ne savait plus sur laquelle mettre en premier, pour tourner à gauche, car il en avait 4 devant, et l'autre sur le côté droit. Et du coup, il ne savait plus sur quel pied danser. Prévert savait que dans un bestiaire, il faut éviter de mettre un par-dessus l'autre, surtout sinon en peau de saucisson. Hein. Mais moi, je savais que l'on pouvait mettre le saucisson entier dans le placard, sauf quand il n'était pas trop sec. L'amant de ma jument était écolo, figurez-vous. Mais il aimait bien le camembert au lait de lait, oui. Et c'est pour cela qu'il me fallait m'en débarrasser, à cause du volume qu'il consommait. Hein. J'ai peur en plus qu'il me réclame du Côte de Duras. Bah oui, mais ça accompagne toujours bon fromage. Et la grenouille que j'élevais dans un bénitier parlait toute seule quand je lui changeais son eau le jour de la messe. J'avais vaguement entendu ce qu'elle disait. Vous êtes prié de vous moucher avant de parler au curé. Voilà. Hein, c'est pas beau, ça. Ça fait vraiment un inventaire à la Prévert, ça. Hein, on peut pas dire le contraire. Hein. Ah oui, en fait, je vous ai pas présenté Reine-Marie. Eh ben oui, alors Reine-Marie, c'est ma petite nouvelle, j'ai viré Artémis. Alors figurez-vous que ça faisait... Je l'ai connue il y a 68 ans. Non, 65 ans, exactement. Ouais. Vous vous rendez compte? J'avais 15 ans, elle devait en avoir 14 ou 15, je ne sais plus. Et on s'est aimé, mais on s'est aimé de loin, sans se le dire, juste avec des regards, des fois des regards en coin, ouais. Je passais devant sa maison, pensant qu'elle était à la fenêtre, comme Roméo et Juliette. Eh ben non, c'est pas arrivé. Hein. Et des fois, elle passait devant chez moi, croyant que Roméo allait à la fenêtre et que Juliette allait en bas, mais c'est toujours pas arrivé non plus. Bon. Et alors, ça y est, on se met à discuter ensemble, puisque vous savez, c'est elle qui a le privilège, hein, vous ne pouvez pas me téléphoner pendant l'émission, hein, mais elle, je l'ai en direct, hein, en télépathie. Ouais. Non, la télé n'est pas pathie, hein, elle est toujours là, la télé. Hein, ouais. Et alors, figurez-vous que la première chose qu'elle m'a dit, espèce de vieux con, c'est maintenant que tu viens me voir. Bah, je lui dis, écoute, je ne veux pas faire autrement, je me suis marié, j'ai vécu longtemps avec ma femme, bon, elle est partie au ciel, et je me suis dit, tiens, mais il y a Reine-Marie maintenant qui est là, peut-être. Et d'un seul coup, je m'aperçois que tu étais vivante, alors que tu as mon âge. Ah, tu as un peu plus que moi? Quoi? 82 ans? T'es une vieille aussi, toi, alors. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh. Bon, allez. On en parlera plus tard, parce que là, je fais une émission sérieuse, là, figure-toi. Hein. Bon, faut pas déconner, là, hein, pendant les émissions comme ça. Ne m'appelle plus comme ça pour me dire des choses aussi bêtes. D'accord? Bon, laisse-moi un petit peu avec mes auditeurs et éditrices. Tu écoutes. Voilà, tu fais comme les autres. D'accord? Ok. Alors, je reviens à mes... Bon, je ne vais pas dire mes moutons, quand même. Hein. Mais tiens, si on se payait un petit Victor Hugo, hein, ouais, on a le temps, ouais. Alors, oh, ça c'est triste, hein. Il l'a écrit à Villequier, le 4 septembre 1844. Et ça s'appelle « Quand nous habitions tous ensemble ». Oh là, c'est triste. Quand nous habitions tous ensemble, sur nos collines d'autrefois, où l'eau court, où le buisson tremble,
dans la maison qui touche au bois. Elle avait 10 ans, et moi 30. J'étais pour elle l'univers. Oh, comme l'herbe était odorante sous les arbres profonds et verts. Elle faisait mon sort prospère, mon métier, non, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait « mon père », tout mon cœur s'écriait « mon Dieu ». À travers mes songes sans nombre, excusez-moi, et je suis ému, parce que je me doute de la suite, hein, parce que je la connais, l'histoire de Victor Hugo. Hein. Elle est triste, hein, je peux vous le dire. Hein. J'écoutais son parler joyeux et mon front s'éclairait dans l'ombre à la lumière de ses yeux. Elle avait l'air d'une princesse quand je la tenais par la main. Elle cherchait des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Elle donnait comme on dérobe en se cachant aux yeux de tous. Oh, la belle petite robe qu'elle avait, rappelez-vous. Le soir, auprès de ma bougie, elle jasait à petit bruit, tandis qu'à la vitre rougie heurtaient les papillons de nuit. Les anges se miraient en elle, que son bonjour était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard que jamais ne ment. Oh, je l'avais, si jeune encore, vu apparaître en mon destin. C'était l'enfant de mon aurore et mon étoile de demain. Non, du matin. Mais c'est pareil, bon, quand il parle de l'aurore, hein, donc c'était le lendemain matin, bon, hein, donc du matin, bon. Excusez-moi, quand la lune claire et sereine brillait aux cieux dans ces beaux mois, comme nous allions dans la plaine, comme nous courions dans les bois. Puis, vers la lumière isolée, étoilant le logis obscur, nous revenions par la vallée, en tournant le coin du vieux mur. Nous revenions, cœur plein de flammes, en parlant des splendeurs du ciel. Je composais cette jeune âme comme l'abeille fait son miel. 12 anges aux candides pensées. Elle était gaie en arrivant. Toutes ces choses sont passées, comme l'ombre et comme le vent. Voilà. Alors elle est morte, elle s'est noyée avec son mari, qui était aussi un poète d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, dans une barque que lui avait prêté son beau-père, c'est le père de ce fameux poète. Hein. Voilà, c'est triste. Hein. Ah ouais. Puis il ne savait pas nager. Bon. À l'époque, les gens ne savaient pas nager, enfin pas beaucoup du moins. Voilà. Bon. Vous ne pouvez pas voir mes larmes aux yeux parce que j'en ai pas. Quand même pas, faut pas quand même pas déconner. Hein. Bon, ça s'est passé il y a 2 siècles, hein, ça. Bon. Alors tiens, si on passait un petit peu l'année, plutôt un Jacob, non, un Patrick Hoche, j'allais dire Jacob de Varieux. Je donne pas le nom. De la connaissance, on nous les prête, n'importe qui a un prix. Il faut revendre tous ses amis, sans faire de nouveau dans d'autres pays. Réunion éclair, moquette, velours et murs clairs, en haut d'une tour, dans un quartier d'affaires. Fumez pas, c'est interdit, à cause du cancer, des incendies. Chers amis, employés du mois aussi, que faisiez-vous ce mois-ci? Les chiffres parlent, plus besoin de vous ici. Restez muets, accès interdit, les cartes de la connaissance, on vous les prête, n'importe qui a un prix. Pour une vie meilleure, pour le ronron des climatiseurs, pour plus de pouvoir, pour du bord. Réunion éclair, moquette, velours et murs clairs, en haut d'une tour, dans un quartier d'affaires. C'est la guerre rapide, brûlante, tel un éclair. Les marchés de la planète, grands ouverts, les cartes de la connaissance, on nous les prête, n'importe qui a un prix. Il faut revendre tous ses amis, sans faire de nouveau dans d'autres pays.
on nous les prête, n'importe qui a un prix. Pour la turbine de l'usine qu'on a bâtie loin d'ici, pour la fumée des toxines, pour encore plus de profit. Les cartes de la connaissance, on nous les prête, n'importe qui a un prix. Pour une vie meilleure, pour le rond des climatiseurs, pour un peu de pouvoir, pour du beurre. Et voilà, notre ami. Et alors, j'en ai profité pour prendre mon deuxième tome de balade poétique au travers d'un Prévert. J'entends plus rien. Bon, c'est pas grave. Vous m'entendez? Oui, bon, c'est bien. Anne-Marie, tu m'entends? Bon, si tu m'entends, les autres aussi. Et je suis retombé sur mon fameux poème Mon harem mental. Ce fut écrit le 23 novembre 2022 à 2h06, naturellement du matin, enfin de la nuit. Hein. Ben oui, mon harem mental, c'est toujours quand c'est la nuit que je le sens dans ma tête. Hein. Alors, je sentais bien dans mon cerveau la jalousie s'installer. Mon harem mental devenait plein de contradictions. Les eunuques ne voulaient même plus surveiller mes amours. Ouais. Mes neurones, comme des chambres à air, pour belles, n'étaient pas assez nombreuses. Il me fallait mettre 2 rivales en case, et parfois 3 selon les arrivages. Hein. Vous savez, parce qu'on a des cases dans le cerveau. Hein. Bon. Je me disais qu'il me fallait en virer une partie. Mais lesquelles? Je les aimais toutes, même celles que j'avais oubliées avec le temps. Les plus anciennes avaient encore du charme, elles me connaissaient tellement bien que la difficulté et les incertitudes me rendaient incapable de faire un vide sans favoritisme, au risque de perdre les plus belles de ce harem sentimental. Fallait-il laisser le temps faire, afin qu'en vieillissant, ma mémoire s'estompe et de ne plus savoir combien elles étaient accouchées dans mon cerveau. Bon. Je choisis l'ablation de certaines neurones, logeant les plus vilaines. La plus vieille me tira l'oreille en passant par le marteau. Elle voulait rester pour surveiller les jeunes, effrontés, arrivés depuis 6 mois, qui me faisaient trop souvent jouir intérieurement. Les eunuques, qui dormaient à part, voulaient dormir avec les vieilles afin d'éviter d'avoir des enfants. Bon, là, j'espère que vous avez compris. Hein. Bon, sinon, je vais vous expliquer comment on l'aura coupé. Hein. Au final, je pris le parti de tout virer et de me refaire un nouveau harem, moins exigeant, quant à mes capacités de toutes les aimer. Ah oui, 81 ans, enfin ça fut écrit en 22, donc ça fait 3 ans. Bon, il y a 3 ans, j'étais pas le jeune prétentieux que j'étais quand j'étais gamin. Hein. Bon, enfin gamin. Adulte, jeune adulte, voilà. Voilà, mon harem mental, vous voyez, c'est dur. Hein. C'est dur de vivre ce genre de choses. Il y a plein d'hommes qui le vivent, hein. Même des femmes d'ailleurs, il ne faut pas croire. Hein. Un cerveau de femme est capable d'avoir les mêmes symptômes. Ouais. Là-dessus, je vais être obligé de vous quitter. Parce que, il est l'heure, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'avais demandé de passer au moins une dizaine d'heures avec vous, mais ils n'ont pas voulu, là-haut, à la direction. Ouais. Bon. La présidente et le trésorier ont dit non, pas Maurice, pas 10 heures. Hein. Non. J'ai dit, ok, écoute, tant pis pour moi. Alors, ça ne veut pas pour ça que je vous aime pas. Hein. Ah, si, je vous aime. Hein. Allez. Je vous souhaite un bon week-end. Faites attention parce que demain matin, ça va peut-être glisser sur la route. Hein. Donc vous avez intérêt à mettre vos pneus neige.